Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans le cadre de votre émission 7 à 3, qui est une plateforme de débat contradictoire, une émission qui soulève des interrogations de tout genre, sans tabou, mais dans le respect et la courtoisie. Au Gabon, la jeunesse a-t-elle une maturité politique? C'est le thème que nous allons évoquer ce soir. Historiquement, la première génération d'hommes politiques africains de la période moderne était composée d'hommes jeunes. En 1946, sur 32 élus africains dans les assemblées françaises, 6 avaient entre 25 et 30 ans, 19 entre 30 et 40 ans et 7 entre 40 et 46 ans. C'était la démonstration d'une jeunesse africaine engagée, capable et au fait des questions politiques. Du jeune capitaine Thomas Sankara du Burkina Faso, en passant par l'ancien ministre de la jeunesse ivoirienne Charles Blé Goudé et l'actuel là, le sud-africain Julius Malema. La jeunesse africaine a toujours eu de dignes représentants dans la sphère politique, mais aujourd'hui, que peut-on retenir? À l'instar des autres pays africains, le Gabon peut-il se targuer de tirer son épine du jeu? Ce sont toutes ces interrogations qui méritent d'être posées ce soir. Justement, pour en parler, nous avons convié deux jeunes appartenant tous deux à la société civile. À ma gauche, monsieur Harold Leka, il est président de l'association Le Réveil du Gabon. Bonsoir. Bonsoir Dina. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Et à ma droite, monsieur Arnaud Lilian Billier, qui est lui président de l'ONG Citoyens et Action. Bonsoir. Bonsoir Dina. Et merci d'avoir disposé de votre temps pour participer à cette émission. Nous vous rappelons qu'au cours de cette émission, nous parlerons de la culture politique des jeunes au Gabon. Nous reviendrons sur les raisons de leur engagement. Et enfin, nous tenterons de répondre à cette problématique de cette émission qui est bien sûr, au Gabon, la jeunesse a-t-elle une maturité politique d'entrée des jeux, messieurs? Peut-être déjà aider les testateurs en présentant respectivement vos associations. Alors vous, monsieur Arnaud Lilian Billier. Ok, bonjour, président de l'ONG Citoyen Action. Citoyen Action a 1 an et demi de vie. Et ça naît d'un simple constat que notre pays avait perdu ce qu'on appelle il n'y avait plus de politisation de masse. Et quand il y a une dépolitisation de masse, la jeunesse est encline à faire ce qu'elle veut. Elle ne se concentre plus sur le développement du pays. Elle se laisse facilement manipuler. Alors, à partir de ça, nous sommes constitués en ONG afin de ressortir la jeunesse de son ignorance et de la lancer farouchement vers une politisation afin qu'elle puisse prendre en main le rôle politique de notre pays et l'engagement vers une véritable réussite collective. C'est ce qui nous a, moi et mes collaborateurs, poussés à mettre en place notre ONG qui, dans son plan d'action, s'est positionné, a mis une position farouche sur 2 aspects, notamment les cafés républicains et les sorties citoyennes. Les sorties citoyennes sont simplement ce que nous faisons d'habitude, c'est-à-dire nous allons vers les personnes les plus vulnérables, apportant de notre aide humanitaire, parfois aussi financière. Tout dernièrement, nous étions encore à Lambaréné, nous avons organisé un jeu concours à l'intérieur de la prison de Lambaréné, ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire de notre pays. Là, c'est pour tout ce qui est comme aspect social. Maintenant, pour les cafés républicains, c'est la partie la plus intéressante de nos différentes actions parce que nous offrons 2 formations par mois et des formations de qualité à toutes les personnes, c'est-à-dire toute la jeunesse, toutes les personnes concernées par la thématique. Donc nous invitons, et là nous lançons encore aux personnes qui nous suivent, que quand Citoyen Action lance une invitation sur Facebook, venez profiter, parce que nous payons les formateurs pour qu'ils puissent vous apporter une formation gratuite et de qualité. Merci monsieur Arnaud Lilian Billier pour cette présentation de votre association et je me retourne de votre côté. Monsieur Harold Leka, peut-être nous expliquer le Réveil du Gabon, c'est quoi exactement? Alors, le Réveil du Gabon est un mouvement citoyen, un collectif de Gabonais, de toutes les couches de la société. Voilà. Donc, nous, on envisage de mettre en commun nos savoirs, nos différentes expériences pour construire le Gabon de demain. Donc, nous allons lancer lundi 9 une plateforme de discussion qui est la première du genre en Afrique centrale. Et l'objectif serait de permettre aux gens de venir débattre et de faire des propositions dans cette thématique qui ont été retenues. Alors, lesquelles touchent essentiellement la gouvernance et les institutions, l'économie, les finances publiques, la force de sécurité et l'intégration régionale, le système de santé, l'éducation, le savoir, la promotion de la culture, la vie dans nos villes et nos villages, et enfin les inégalités, la pauvreté et le chômage.
Donc, sur Ce sont ces thèmes qui seront abordés dans le cadre, de ces débats ouverts voilà, qui sont ouverts à toute la population. Est-ce qu'il y a une cible, votre association? Non, là, en fait, il n'y a pas... La cible, c'est tous les Gabonais. Ok, d'accord. Donc, c'était important, chers téléspectateurs, de revenir sur ces présentations de ces associations en vue de vous permettre de mieux apprécier les points de vue qui seront donnés tout au long de ce débat contradictoire. Je rappelle que la thématique est bien au Gabon, la jeunesse a-t-elle une maturité politique? Mais justement, nous entrons de plein pied dans ce débat. Déjà, cette première question, messieurs, selon vous, jeunesse et politique, est-ce un mariage possible? Oui, heureusement, c'est un mariage possible. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, pour ce qui est du Gabon, est représentée à plus de 70% de la population. Et plus de 70% de la population, c'est une jeunesse assez intelligente, assez instruite. Et une jeunesse encline à la politique, c'est-à-dire qui s'ouvre à la politique. Donc, je pense que jeunesse et politique, c'est possible. Alors, moi, je dirais carrément que la politique n'est pas l'apanage d'une frange de la société. Et la jeunesse devrait s'impliquer davantage parce qu'elle représente, comme disait Arnaud, 62% de la population gabonaise, ce qui est quand même important, ce qui veut dire que les décisions qui se prennent aussi au nom et pour la jeunesse, et qu'à ce titre, elle a le droit de peser sur le débat, parce que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine politique ou social, c'est le politique ou c'est la politique qui pose les débats qui font avancer le pays ou qui le font régresser, en fait. Alors, si on parlait clairement de cette question de la maturité politique, déjà, que doit-on comprendre par maturité politique pour éclairer les téléspectateurs? Messieurs, sentez-vous libre? Franchement, pour moi, la maturité, c'est déjà une aptitude intellectuelle que l'on a. Elle n'est pas innée, je pense que c'est quelque chose qu'on obtient au fil de l'expérience. Bon. Le Gabon a heureusement un taux d'alphabétisation qui est important. Les derniers chiffres que j'ai doivent être de plus de 80%, donc ça veut dire que les gens sont instruits au Gabon. Ils devraient donc, à ce titre, s'intéresser davantage à la chose publique, parce que c'est la chose qui concerne tout le monde. Donc, et là, l'autre question qui va se poser, c'est pourquoi est-ce que cette maturité-là n'est pas visible ou n'est pas effective? Bon, je présume que dans la suite du débat, on va peut-être aborder cet aspect. Ok, merci. Je pense d'abord, il faut comprendre, hein, quand on parle de maturité politique, la maturité politique ne concerne pas l'individu, mais l'ensemble de collectivités. C'est un ensemble quand on parle de maturité politique, s'agissant de la maturité politique et non de maturité intellectuelle, quoi que ce soit. Donc la maturité politique, c'est ça, l'ensemble des collectivités qui se réunissent et qui pensent poser des actions positives en fonction d'un contexte bien particulier. On parle de maturité politique, c'est prendre des bonnes décisions en fonction de ce que la société traverse. Si je prends un exemple assez simple, aujourd'hui le baril du pétrole a baissé, il ne serait pas acceptable ou souhaitable qu'une collectivité se lève et demande une amélioration, par exemple, des salaires, puisqu'il n'y aura pas de rentrée. Il n'y a pas assez de rentrée pour essayer d'éponger la dette intérieure ou bien de faciliter ce qu'on appelle aujourd'hui la demande sociale. Donc la maturité politique vient de dire attendons le bon moment pour prendre telle décision, attendons le bon moment pour poser telle action. Mais la maturité politique, c'est aussi quoi? C'est aussi le fait de se réunir pour proposer des actions fortes pour qu'il y ait un véritable changement. C'est aussi se réunir pour construire ensemble au détriment des moyens que nous n'avons pas, mais de l'énergie positive et intellectuelle que nous avons, afin de faire avancer la société. Vous parlez de changement. Est-ce qu'on peut relier la maturité politique à une obligation d'alternance, un devoir de changement véritable? Non. Est-ce que c'est lié? On ne peut pas parler de liaison, c'est-à-dire que ce n'est pas lié les deux. On ne peut pas parler de maturité et changement. Non, la maturité politique vient comme une force de proposition. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut voir ça, comme une force de proposition. Plus on est mature, plus on fait avancer la chose
politique. Moins on est mature, plus la chose stagne et ça n'avance pas et les profitos situationnistes, c'est-à-dire les personnes du moment, voudraient que la chose reste comme ça, et alors que plus on est mature, plus on travaille ensemble, plus on a une force de proposition, plus on a envie que des choses évoluent ensemble dans un contexte qui nous permet de réaliser certaines choses. Alors, mais quelle évaluation, M. Harold-Descamps, vous voulez réagir par rapport à ces Moi, je dirais plutôt que, voilà, que la maturité ici, à mon sens, elle doit être entendue comme l'aptitude à s'engager déjà en politique, mais aussi l'aptitude à pouvoir se réunir pour peser sur le débat politique. C'est ça mon entendement de la maturité politique. Alors, mais justement, par rapport à votre définition, là, tout de suite, quelle évaluation faites-vous de la posture actuelle des jeunes Gabonais au niveau de cette sphère politique? Moi, je dirais qu'il y a un désintéressement. Désintéressement, pourquoi? Mais là, je vais me référer aux chiffres. Déjà, il y a un désintéressement, non pas seulement des jeunes, mais de l'ensemble des Gabonais du point de vue politique. Hein. En 2011 plutôt, lors des dernières législatives, le taux d'abstention était quand même explosif, 62%. Les chiffres sont du Fonds des Nations Unies pour la démocratie. 25% seulement des jeunes ont voté. Donc ici, on perçoit un désintéressement des Gabonais et majoritairement des jeunes, vu qu'ils représentent plus de 62% de la population. Donc, un désintéressement parce qu'ils ne se sentent pas concernés ou qu'est-ce qui bloque selon vous? À mon avis, c'est peut-être le fait qu'ils ne retrouvent plus à travers les hommes politiques ou leurs attentes. Ils n'ont jamais réussi à avoir le fruit de leurs attentes. Donc c'est au fil de ces échecs-là que certains se sont désintéressés. Et vous partagez son point de vue, il y a un désintéressement des jeunes Gabonais sur les questions politiques, est-ce qu'on peut le dire? Il y a un désintéressement, mais ça a une raison. Et là, vous allez constater, et vous pouvez le vérifier, de 1990 à 1998, il y a eu une forte politisation des masses. C'est-à-dire la jeunesse était réellement engagée à l'action politique parce qu'on quittait du mouvement du parti unique au mouvement du pluripartisme. C'est-à-dire c'est l'avènement de la démocratie. Tout le monde voyait un vent nouveau et la jeunesse était fortement engagée et la jeunesse était fortement représentée. Mais il y a eu cela, il y a eu quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'après, la jeunesse n'a pas été mise au devant de la scène. Elle a souvent été relayée au second plan. Et c'est naturel. Pourquoi? Parce que culturellement, on a tendance à laisser l'aîné devant et nous, on a tendance à le seconder. Mais cela dit, les politiques, c'est-à-dire de tous bords, de la majorité comme de l'opposition, ont favorisé cela. Ils ont permis le désintéressement de la jeunesse vis-à-vis de la politique, afin que eux, c'est-à-dire des aînés, puissent avoir eux seuls la quintessence même de la chose politique. Mais il faut aussi comprendre par là qu'il n'y a pas que ce facteur. Pourquoi? Il y a aussi le facteur culturel et évolutionnaire, c'est-à-dire nous évoluons avec les moyens de technologie. Aujourd'hui, les jeunes ne sont plus seulement câblés sur la chose politique. Avant, il n'y a plus l'idéologie d'abord qui nous conduisait et qui nous aspirait à un parti politique. Il y a la forte mobilisation aujourd'hui des réseaux sociaux. Tout le monde fait de la politique à travers les réseaux sociaux, s'engage à travers les réseaux sociaux, mais ne s'engage pas véritablement dans un parti politique. Donc on a là une nouvelle façon de faire la politique, une politique virtuelle. Mais il y a aussi ce qu'on appelle, parce qu'il ne faut pas l'ignorer, c'est voulu. Moins la jeunesse regarde la politique, plus nos aînés s'en bénéficient. Et il y a aussi une volonté manifeste que les choses demeurent ainsi. Et donc pour moi, c'est-à-dire une volonté manifeste des plus hautes autorités. Enfin, quand je dis plus hautes autorités, je parle de nos aînés. Il y a cette volonté manifeste que les jeunes ne s'intéressent véritablement pas à la politique pour pouvoir mieux gérer la cité, c'est ça? Ou desservir à la jeunesse? Je ne parlerai pas seulement des hautes autorités, je parlerai de toutes les personnes, les gouvernants en général. Exactement, ceux qui appartiennent à des partis politiques, que ce soit de gauche ou de droite. Il est difficile de laisser la place, d'où le conflit, quand on parle aujourd'hui du conflit intergénérationnel, l'aîné a tendance à croire que le jeune veut prendre tout de suite sa place et ce malentendu qui dure depuis plus de 10 ans favorise cet aspect que le jeune doit être relayé. Il est difficile, et vous allez le constater, que malgré les 30% qu'on a demandé au gouvernement de mettre en place pour les jeunes,
il est difficile d'appliquer cela, même au sein des différents partis politiques. Est-ce que c'est pas parce qu'il manque des jeunes capables d'assumer ces postes de responsabilité aussi? Ce n'est pas tout de décider 30% des jeunes dans le cercle décisionnel du Gabon, mais encore qu'il faudrait des jeunes capables d'assumer ces responsabilités. Est-ce qu'on en a? En fait, le problème qui se pose, je vais rejoindre Arnaud, c'est qu'il y a comme une présomption d'immaturité de la jeunesse. Et ce n'est pas seulement au niveau politique, même au niveau des entreprises. Combien de jeunes aujourd'hui ont des responsabilités, quelle que soit leur qualification ou leur expérience dans certaines entreprises? Très peu. Au niveau politique, ça l'est encore plus. Combien de jeunes sont investis, tête de liste par exemple, ont été investis tête de liste aux dernières législatives ou aux dernières locales plutôt. Voilà. Ou combien de jeunes ont-ils été investis pour les législatives en 2011? Donc il y a, comme je disais tout à l'heure, une présomption d'immaturité de la jeunesse, alors que cette jeunesse-là, elle est active. Je vois mon collègue Arnaud, enfin mon cher frère Arnaud, qui a une ONG dont je ne connaissais pas l'existence, mais qui apparemment pose des actions qui sont... qui vont au profit de la société. Voilà. Donc pour vous, la jeunesse gabonaise, elle est mature, mais il y a cette présomption d'immaturité dirigée par qui? Elle revendique cette maturité-là à travers les actions qu'elle pose. Elle est mature ou elle ne l'est pas? Je pense qu'elle est mature. Elle est mature. Mais après, si on apprécie cette maturité au niveau politique, on dira que la jeunesse est un peu effrayée. Effrayée pourquoi? Parce que son engagement politique est risqué. À chaque fois que les jeunes se sont engagés, la répression a toujours été sévère. Dans l'histoire récente du Gabon, on sait ce qui s'est passé le 20 décembre dernier, donc on peut comprendre que ce type de répression-là de la jeunesse, qui n'a même pas, à qui on ne laisse même pas la possibilité de manifester un droit qui lui est normalement reconnu. Récemment, on a vu les élèves du lycée d'État se faire caillasser par les forces de l'ordre. C'est quand même révoltant, alors qu'ils ne revendiquaient qu'un droit. Moi, je pense qu'il faut libérer les jeunes, leur laisser des espaces d'expression, déjà, et elle pourra à ce moment-là exprimer sa maturité parce que la jeunesse est un maillon fort de cette société. 62%, ce n'est pas rien. Donc rien ne peut se faire sans nous, malheureusement. Et si aujourd'hui on représente 62%, je pense que dans les années à venir, ces chiffres vont augmenter. Est-ce que justement, au nom je veux dire, de la revendication, on peut être amené à poser des actes visant à violer l'ordre public au nom de la revendication? Je pense qu'il faut d'abord faire une différence entre maturité intellectuelle et maturité politique. Pour ce qui est de la maturité intellectuelle, les Gabonais sont très outillés. Il y a beaucoup de jeunes assez outillés pour gérer le pays. Mais est-ce qu'il y a une maturité politique? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Là, je dis pas du tout encore. Pas du tout, contrairement à M. Harold Descartes. Parce que je pense qu'on peut prendre 4 à 5 individualités, mais on ne peut pas dire à la jeunesse gabonaise à partir des 4 à 5 éléments qui essayent de sortir du lot, contrairement à toute une majorité qui agit sous la main d'une personne. À partir de là, quand on est influencé et qu'on pose des actions au nom d'une cause que nous ne sommes même pas convaincus de défendre et que nous portons juste parce qu'il faut bien que nous portons une cause, à partir de là, il n'y a pas de maturité politique. Et je dis encore, il n'y a pas de maturité politique quand on se lève un bon matin, on crée une structure politique ou un mouvement parce qu'on veut se faire des sous, il n'y a pas de maturité politique. Est-ce que vos déclarations sont dirigées vers l'ONG, la nouvelle association au Réveil du Gabon, qui est une association politique? Pas du tout. Pas du tout. C'est juste pour voir qu'à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle qui arrive, il y a des mouvements qui naissent. Plusieurs mouvements qui naissent. Notamment le Réveil du Gabon. Je ne prêterai pas cette idée. Mais nous avons envie de comprendre, parce que vous êtes là en train d'expliquer certains faits. Vous expliquez justement aux testateurs qu'à l'approche des échéances électorales importantes, dans nos pays en général, et précisément au Gabon, il y a toujours des associations qui naissent. Donc selon vous, ces associations ne viennent pas défendre les citoyens, mais c'est plutôt pour d'autres intérêts. Je ne dirais pas ça comme ça. Qu'est-ce que vous direz? Je dirais autrement. Que parfois le contexte fait en sorte qu'on prête une intention à quelqu'un. Et cette intention n'est pas forcément celle-là. Donc c'est pour revenir en disant ceci.
et que quand on met en place une structure, parfois les gens la mettent en place à cause de l'élection qui arrive et d'autres la mettent en place malheureusement parce que l'élection qui arrive. Donc il faut faire avec ces deux cas. Mais il y a des manipulations derrière, parce que je ne vois pas que ces associations, je vois également les mouvements qui naissent à l'intérieur des quartiers pour soutenir une personne ou pas. Des mouvements qui naissent parce qu'il faut aller arranger une ruelle, parce qu'on va extorquer des fonds ou pas. Mais rares ou rarissimes sont des mouvements qui naissent pour réfléchir au nom de la République, pour réfléchir au nom de la collectivité locale, pour réfléchir au nom du développement et au nom de Gabon d'abord. Rarissimes sont ces mouvements-là. Donc pour moi, quand ils maturent politiquement, c'est quand on porte une revendication forte avec des propositions assez remplies et structurées et que nous portons vers les autorités. Et cela, je dis aussi, il faut prendre en compte l'opinion publique parce qu'on juge la maturité ou on mesure la maturité politique d'un État ou d'une collectivité en fonction de son opinion publique. Est-ce qu'elle est poignante? Est-ce qu'elle est dormante? Et qu'est-ce qu'on peut retenir du Gabon, l'opinion publique? L'opinion publique au Gabon, elle est réactionnaire, elle réagit en fonction des événements. C'est-à-dire, s'il y a une élection présidentielle qui arrive dans 2 jours, on réagit en fonction de l'élection présidentielle. S'il y a une élection législative qui arrive, on réagit. Et s'il y a eu la mort ou le décès de X ou Y, on réagit. Mais elle est rarissime. Moi, je n'ai pas encore vu qu'on réagit parce qu'il y a une loi qui n'est pas assez appliquée, parce qu'il y a ceci qui n'a pas été fait convenablement. Généralement, elle dort. Donc, ça veut dire que la base, elle est fausse? La base, elle est fausse. La base, elle est fausse. Les gens ne sont pas politisés. Ce n'est pas le cas. Allez-y. Non. Les Gabonais réagissent aux lois. Récemment, il y a des enseignants qui ont réagi au lycée Mabignat contre la nouvelle réforme de la loi sur la fonction publique. Non, des réactions, il y en a. Je ne commenterai pas le petit amalgame qu'il y a eu tout à l'heure par rapport au fait que nous n'arrivions que maintenant. Mais des fois, on peut être emmené à créer une association parce que le contexte nous l'exige. Le réveil n'est pas créé simplement parce qu'il y a l'élection présidentielle du 30 août prochain. C'est peut-être entendu d'une certaine manière, on peut dire oui. Pourquoi? Parce que c'est une échéance importante, l'élection présidentielle. C'est pour ça que nous créons notre plateforme. C'est une plateforme citoyenne qui vient donner l'occasion aux Gabonais, quel qu'il soit. Ça peut être vous. Dès lundi, vous pouvez vous connecter et nous faire toutes ces belles propositions que vous avez en faveur de la communauté nationale. Donc, le contexte de l'élection ici peut emmener à la création d'une association, mais ce n'est pas forcément pour des fins pécuniaires et puis une fois après l'élection, on s'éteint, on ne fait plus rien. Non, voilà. Aujourd'hui, on a fait un constat. Les Gabonais, dans leur ensemble, se désintéressent à la politique, à la chose publique. Les jeunes, encore plus. Nous avons sorti des chiffres tout à l'heure qui sont quand même assez alarmiste. Est-ce que vous êtes d'accord avec les propos d'Arnaud Lilion tout à l'heure? Il disait que la population gabonaise, encore moins la jeunesse, ne réagit pas à temps. Elle réagit lorsqu'il y a une échéance importante, elle ne réagit que lorsqu'il y a un décès. Quelle interprétation vous faites de ces déclarations tout à l'heure? Mais en fait, les gens ont du mal à réagir parce que la répression est souvent forte. Vous voyez, les gens aujourd'hui, vous les appelez à un rassemblement pour revendiquer peut-être, je ne sais pas moi, une prime ou revendiquer des meilleures conditions de vie. Voilà. Ils sont réprimés, mais avec la dernière énergie. Vous comprenez qu'à partir de ce moment, certains se disent moi, je n'ai pas envie de prendre une balle perdue ou des coups de matraque ou me retrouver en garde à vue pour une revendication. Ou derrière des barreaux. Voilà, mais est-ce que on va revenir vers vous, Monsieur Arnaud Lilian, mais est-ce que aujourd'hui, justement, cette répression qui freine une réaction franche et évidente des populations peut être aussi résumée au simple fait que on va dire les revendications ne sont peut-être pas sincères, sont rattachées aux intérêts, comme il le disait tout à l'heure? Moi, je pense que ce sont des présomptions. Expliquez-nous, parce que justement, de nombreux observateurs s'interrogent. Est-ce que les revendications aussi sont sincères dans le fond? Parce que si on a des revendications sincères, on n'a pas peur... Quand les élèves se réunissent... ou bien c'est plutôt de l'instrumentalisation? On peut rapidement tomber dans l'instrumentalisation pour justifier une répression, je pense. Donc, ce que moi je revendique, c'est qu'on libère la parole aux jeunes, qu'on leur offre des espaces de discussion. Nous avions, il y a quelques années, dans plusieurs quartiers de Libreville, des cases d'écoute.
elles sont devenues aujourd'hui des lieux dont la destination n'est plus celle qui avait emmené à leur construction. Voilà. Oui. Donc c'est peut-être ce type d'espace dont nous avons besoin, des espaces où les associations pourraient se réunir, avoir leur bureau et enfin, des espaces de facilitation. Et qui doit mettre ces espaces? Est-ce que ce sont les gouvernants? C'est l'État. Donc ça veut dire que la population doit attendre de l'État la création de ces institutions ou entités? L'État doit le faire. La liberté d'association est une liberté fondamentale. Si vous voyez, en fait, à chaque fois que la Constitution consacre une liberté, elle doit tout faire pour que ce droit ou cette liberté se matérialise en fait. Voilà. Donc, il faut créer des espaces pour permettre aux gens de s'exprimer. Allez-y. Voilà. Je pense que ce sera superfétatoire de dire tout simplement que les gens ne réagissent pas à cause de la répression. Non, moi je pense qu'il y a manière et manière. Hein, il faut voir qu'il y a manière et manière. Pour vous balayez cet argument? Oui, pour moi ça ne tient pas. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas prendre deux cas pour généraliser la situation. Oui. Non. La manière de revendiquer, vous la faites comment? Je pense que les autorités, pour faire une marche, il faut un document du ministère de l'Intérieur. Si vous ne l'avez pas, mais que vous soyez étudiant, élève ou quoi que ce soit, si vous ne l'avez pas, tout de suite vous allez affronter la police. Et que malgré ça, vous foncez, c'est qu'en fait, ce n'est pas la police que vous affrontez, mais c'est l'État. Ce sont les textes que vous voulez balayer parce que vous êtes en colère. Et pour ça, il faut être assez mature pour se réserver. En dehors de ça, mais je pense que la même manière de revendiquer, ou bien pas la même manière, parce que ce n'est pas la seule manière de revendiquer, oui. Il y a plusieurs manières de revendiquer. On peut proposer des lois, on peut proposer des textes à l'Assemblée nationale, on peut faire ce qu'on appelle des plaidoyers, c'est-à-dire les gens se regroupent en mouvement assez fort pour faire des plaidoyers auprès des autorités, parce que c'est une manière aussi de faire une proposition. Mais je ne partage pas le point de vue que disait mon très cher frère ici, sur le fait que les jeunes ne s'expriment pas. Si les jeunes nous ne nous exprimons pas, je ne pense pas qu'on serait sur ce plateau télévisé. Ça prouve que déjà, d'une part, que la jeunesse s'exprime. Et de deux, il y a un cadre bien particulier pour tous les jeunes qui voudraient dire quelque chose au gouvernement. La jeunesse est plurielle, mais c'est une seule jeunesse. Il y a un lieu et un cadre où tous les jeunes peuvent se réunir. Et là où les associations ont le droit, je dis bien le droit d'avoir un membre, c'est le Conseil national de la jeunesse du Gabon. Le lieu existe. Il n'attend que des associations et des mouvements de jeunesse pour y adhérer. Il y a des bureaux pour ces personnes-là. Il y a une place pour ces personnes pour qu'elles puissent avoir un bureau, puissent avoir un représentant, parler au nom de leur jeunesse, au nom de leur association. Et ça, il faut relever ça. Donc, on ne peut pas dire tout de suite, parce que nous sommes nombreux. Est-ce que le gouvernement, est-ce que les autorités, est-ce que les partenaires vont écouter un individu, vont écouter une seule association? Est-ce qu'il faut faire le tour du quartier? C'est compliqué. Il faudrait que nous soyons réalistes. Le cadre, c'est le conseil. Et pour que nous puissions nous retrouver tout le monde, même moi, qui suis président d'une ONG, j'adhère, je suis membre du conseil de la jeunesse. Dans des entités plus importantes pour pouvoir mieux faire passer des messages au niveau de... L'union fait la force. On est d'accord que l'union fait la force, et dans un cadre qui est réservé à la jeunesse, si nous nous retrouvons tous à l'intérieur et que nous proposons des choses assez fortes, il y aura forcément un changement. Mais si nous sommes dans notre diversité, si nous nous divisons encore, je pense que le diviser pour mieux régner aura sa place là-dedans. Allez-y. Moi, je dirais plutôt que mon cher frère se trompe quand il dit que les jeunes ne respectent pas la procédure qui est prévue. Oui. Non, vous avez dit qu'ils ne demandaient pas, qu'ils n'avaient pas l'autorisation. Déjà, je dis si on marche sans autorisation, ça va de soi. Oui, mais c'est qu'on soit sanctionné. Exactement, c'est cela que je dis. Oui, donc, il faudrait... Justement, et c'est là où je dis que mon cher frère se trompe. Vous n'êtes pas d'accord. Voilà, parce que le régime en matière d'occupation de l'espace public est un régime de déclaration. On fait une lettre aux autorités dans laquelle on mentionne qu'on occupera tel endroit. Il faut évidemment une accusé de réception. Non. Oui, juste l'accusé de réception suffit. Oui. Ça, je ne sais pas si les associations le fassent, mais il ne s'agit pas d'un régime d'autorisation. Ça, c'est un premier point. Et puis, dire qu'il y a un organe qui est là, le Conseil national de la jeunesse, et que ce seul conseil suffit à réunir tous les jeunes. Vous pensez que l'association des jeunes qui est à Mouila, pour avoir un espace au sein duquel elle doit travailler, elle doit se déplacer sur Libreville pour le faire? Moi, je disais ici
que, enfin, je vais redire ici, que l'immaturité, dont la présomption d'immaturité qu'on accole aux jeunes est à imputer aux autorités qui n'offrent pas à la jeunesse des espaces pour permettre à la jeunesse de libérer la parole ou de se réunir et de s'exprimer. Voilà. On peut créer une association aujourd'hui, si on n'a pas un cadre pour se réunir, pour travailler, notre association ne pourra pas poser des actions. Déjà, le Conseil national de la jeunesse est un organe qui est à Libreville. Ceux qui sont à l'intérieur du pays, comment ils font? Vous estimez donc que c'est une institution qui n'est pas assez représentative de toute la jeunesse gabonaise? Je pense qu'elle n'est pas assez représentative. Ça, c'est mon point de vue. Et je pense que, bon, je suis responsable d'association. Je n'ai pas de bureau au Conseil national de la jeunesse. J'ai une question, si vous me permettez. Je ne sais pas si vous avez le droit de poser des questions sur ce plateau. Est-ce que vous avez émis une demande d'intégration au Conseil national de la jeunesse? Je ne suis pas là dans le cadre de l'association pour laquelle j'ai... Au moins, vos paroles en disant que vous n'avez pas un bureau, que vous n'avez pas une personne représentée. Mais je pense que si vous l'aviez fait, c'est le plus simplement possible. Toutes les associations n'ont pas un membre représenté au sein du Conseil. Pourtant, ils ne demandent que ça. Oui, mais qu'il y ait un membre là-bas. Ça reste une association qui est à Libreville, qui ne peut pas avoir des membres dont l'association serait basée à Mouila, par exemple. Ou à Franceville. Ma revendication, elle est simple. Voilà. C'est celle de dire, dans chaque circonscription... Une meilleure représentation d'un point de vue, oui, mais dans chaque circonscription, il faudrait qu'on ait un espace dédié aux associations. Ça, c'est dans le cas de l'association. Maintenant, sur le point de vue politique, puisque c'est le sujet qui nous intéresse ici, la jeunesse n'est pas assez responsabilisée au sein des organes politiques. D'abord, pour qu'elle puisse avoir une majorité, il faut que cette jeunesse-là, au sein des organes politiques, arrive à manifester son opinion. Or, ce n'est pas le cas. Souvent, les aînés, comme il disait tout à l'heure, ou du moins l'organe exécutif, occupaient tout le débat. Voilà. Même aujourd'hui encore? Parce que nous rappelons quand même que nous sommes partis du monopartisme pour le multipartisme, qu'on l'a bien dit. Et ça rappelle qu'on est passé à une démocratie, on a envie de le dire, et qu'en réalité, les choses devraient être plus simples. Mais à vous entendre, on a l'impression que les choses se compliquent davantage pour la jeunesse. Ça veut dire, allez-y. J'ai pas envie de dire que les choses se compliquent. Oui. J'ai pas envie de dire que les choses se compliquent parce que je crois que l'avenir est meilleur. Mais simplement que parfois, on ne sait pas avec qui il faut travailler. Parce qu'on est dispersé. On est parfois, j'ai pas envie de dire, on est mal connu. Et quand on est mal connu et qu'on est dispersé, le gouvernement, je prends un exemple tout simple, s'il veut travailler avec la jeunesse, il s'adresse à qui? Si le jeune lui-même ne s'intéresse pas à la chose réellement, je parle de la véritable chose politique, et qui ne s'adonne pas réellement à fond là-dedans, et qui n'arrive pas à imposer son point de vue, parce que vous allez remarquer, si vous me le permettez, qu'on est arrivé dans les différents partis politiques à l'inversion de la pyramide. C'est-à-dire les décisions viennent du haut, et doit s'appliquer en bas. Alors que quand on parle du militantisme politique, c'est réellement une pyramide, c'est-à-dire c'est la base qui donne son point de vue et c'est le chef et l'exécuteur qui se met à exécuter. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Ça fonctionne simplement parce qu'on a traîné une mauvaise habitude d'aller tendre toujours la main à l'aîné. Toujours, c'est l'aîné qui doit nous acheter à manger. Quand on est malade, on va voir le député. Mais évidemment, vous avez toujours dépendre de ce député. C'est l'aîné qui doit nous créer un cadre. C'est l'aîné qui doit réfléchir pour nous. Alors que si la jeunesse elle-même prenait des choses en main et simplement... Tu es l'aîné, oui, c'est ce que nous pensons. Vous refusez une jeunesse attentiste, c'est bien ça? Exactement, mais une jeunesse qui propose quelque chose de véritable et de concret pour que la structure dans laquelle ils appartiennent puisse fonctionner normalement et ne plus accepter de manière ex nihilo comme ça parce qu'on dépend d'un individu, que cette personne nous impose leur point de vue ou son point de vue et que nous appliquons simplement en oubliant qu'il y a un revers. Le revers, c'est que lui sera toujours là et nous toujours derrière. Allez-y. Moi, je dirais plutôt qu'au sein des partis politiques, les jeunes ne sont bons qu'à porter le t-shirt et à venir applaudir. Dans la plupart des partis politiques, c'est ce qui se passe. Donc, je disais qu'ils n'ont pas d'espace. Ça, c'est pour les associations, parce que l'association, elle peut être apolitique dans son essence, mais avoir un objet qui, au fond,
impact sur la société et qui, à terme, devient un objet politique. Voilà. Donc, au niveau des associations, il y a le fait qu'elles n'ont pas d'espace, j'insiste là-dessus, et au niveau des partis politiques, il y a cette présomption d'immaturité qui, finalement, ne réduit le jeune qu'à être celui-là qui porte le t-shirt et qui applaudit l'aîné. Voilà, qui n'est pas une force de proposition dans l'organe dans lequel il est membre. En fait. Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas assez exploité ou qu'est-ce qui se passe? Est-ce que son potentiel est vraiment mis en avant dans ces structures politiques au Gabon? Soit il n'est pas assez mis en avant, soit le jeune lui-même, qui est membre du parti politique, ne revendique pas suffisamment sa liberté pour des raisons économiques. Voilà. Donc pour vous, actuellement au Gabon, sur la sphère politique, il n'y a pas de jeunes d'une entité telle qu'elle soit assez capable de porter très haut. Très sincèrement, je dirais On non. ne peut pas au Gabon avoir des jeunes de la trempe de Julius Malema, le Sud-Africain? Pas possible. Moi, je pense que si, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais qui ne sont pas assez connus, c'est simplement. Vous allez constater qu'il y a des règles à l'intérieur des partis politiques. Comme dans chaque statut, il y a des règlements intérieurs et statuts. Mais si, dans ton parti politique, toi qui es le mouvement de jeunesse, les règlements intérieurs t'interdisent formellement de parler au nom de votre parti politique ou bien de mener des actions assez fortes, sans pourtant passer par le patriarche, vous êtes obligé de vous appliquer au règlement intérieur et statut de votre structure. Ouais. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Voilà pourquoi je continue à dire qu'il y en a. Il y a des jeunes. Il y a des jeunes. Gabonais de la trempe de Julius Malema. Il y en a. Mais seulement, ils ne sont pas visibles. Voilà. Et puis l'opportunité parfois manque. L'opportunité parfois manque. Or, vous estimez qu'en réalité, au Gabon, il n'y en a pas, des jeunes. Quand on se dit libre, on n'ira pas adhérer dans un parti au sein duquel on est privé de parole. Enfin, c'est quand même paradoxal, je trouve, parce que on se dit leader, mais dans ce cas, qu'on arrive à meuter les masses et à imposer son opinion, à faire des débats et à faire en sorte que ces débats-là aient une portée nationale, voire internationale. Donc, se plier comme ça voilà. Ce sont les règlements qui sont mis en place. Voilà. Vous allez remarquer, tant qu'on ne respecte pas des textes, on va forcément créer des frustrations. Et vous allez remarquer, parce qu'il y a ce débat intergénérationnel, il y avait ce qu'on appelle des codes. Pour aller parler, moi je suis d'une province bien quelque part du Gabon, pour parler à la population, quand on est dans un parti politique, il fallait que le patriarche de ce parti politique te présente à la population. Il fallait passer par lui. C'était ça. Et ça a souvent été comme ça, c'est le règlement qui le dit. Mais l'avènement de l'informatique, c'est-à-dire les réseaux sociaux, ont cassé ces codes-là. C'est-à-dire aujourd'hui, on est plus libre, c'est-à-dire de partager son opinion, son point de vue sur les réseaux sociaux. Nous avons Facebook et j'en passe. Et à partir de là, les personnes de la même localité que vous suivent, et vous posez des questions, vous réagissez, vous intervenez, vous donnez votre point de vue. Et donc, vous ne respectez pas de manière, j'ai envie de dire, entre guillemets, ce que le règlement intérieur de votre structure donne. Donc, le seul instrument qui nous permet de nous exprimer librement reste malheureusement les réseaux sociaux. Mais pas forcément malheureusement, parce que c'est aussi bien. Ça permet à ce que la population que nous allons rendre compte souvent et que nous visitons, plus vous réclamez en retour. Mais si vous attendez, parce que quelqu'un me disait un jour, la liberté, en fait, on ne la donne pas, on l'arrache. Donc si vous attendez tout le temps, malheureusement, c'est ce que les jeunes font, ils attendent sagement. Voilà. En acceptant tout ça, attends, me disent pas, écoute, un temps soit peu, il faudrait qu'on arrête. On a un mandat, on a un parti politique, on a une idéologie, et notre idéologie n'est pas assez... On ne devrait pas avoir peur, c'est bien cela. Si on est mature politiquement, on devrait être prêt à porter, mais vraiment très haut, ces idées ou ces combats. Aucun changement ne s'est fait sans répression. Donc, répression ou pas, on doit être capable de porter... Il faut défendre son point de vue quand on sait qu'il est juste. Même si jusqu'à présent, je vois bien que vous n'êtes pas tombé d'accord, hein, parce que de l'autre côté, on refuse la répression, on estime que c'est la répression qui freine, en fait, qui ne permet pas aux jeunes de s'exprimer. Et de votre côté, vous estimez qu'avec ou sans répression, surtout avec répression, on doit pouvoir s'exprimer, c'est bien ça. Et donc, ce sont ces propos-là qui nous permettent là tout de suite de marquer une pause pour aborder la seconde partie de cette émission. On se retrouve juste derrière.
Alors de retour pour la suite de votre débat contradictoire, c'est à 3, vous avez bien compris que le sujet étant très intéressant. Nous allons donc continuer, messieurs, cette émission. Alors, est-il nécessaire pour un jeune citoyen de s'impliquer dans les affaires politiques de son pays, ou bien on peut vivre sans cela? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense plutôt que la question n'est pas assez bien posée parce que est-ce qu'on peut vivre de cela sans cela on peut se mettre hors politique. On peut vivre de plusieurs choses et sans plusieurs choses. Oui. D'abord, la politique aussi, elle est assez large parce que le simple fait qu'on fait de la télévision, c'est de la politique. Partage les causes, c'est de la politique. Tout ce qu'on fait est politique. Sortons de cette sphère concrètement. Mais je pense qu'on peut vivre. Le jeune doit s'intéresser à la politique parce qu'elle est aujourd'hui la tranche d'âge, c'est-à-dire 70% de la population gabonaise. Et 70% de la population gabonaise a le droit d'exprimer son point de vue, a le droit de montrer sa manière de gérer la cité, a le potentiel de gestion de ce pays. Et je pense que plus on fait confiance à la jeunesse, parce que les questions de génération, c'est un mouvement, plus on fera confiance à la jeunesse parce qu'elle a un point de vue différent. Elle a la fougue et l'énergie nécessaires. Elle a celle-là qui veut rattraper les autres États qui sont en avant. Elle est celle-là qui a envie de voir son pays réellement élevé et parfois au-dessus d'autres nations. Elle a celle-là qui a ses capacités fraîches et intellectuelles et aller au-devant de la scène sans risque, sans peur de se tromper, en disant on va encore essayer. Et je pense que cette tranche-là, il faut la faire confiance. Donc aussi ce serait désolant ou décevant pour un jeune citoyen de ne pas s'impliquer ou s'intéresser. Exactement. Ce serait même une perte que la jeunesse ne s'intéresse pas, ne s'implique pas à la politique. C'est une perte pour la nation. Qu'allez-vous à répondre? Je pense qu'en fait, le jeune a le devoir de s'engager dans un parti politique. C'est un devoir? Oui, pour moi c'est un devoir, okay. Et c'est lequel nous est rappelé par la Charte africaine des libertés du citoyen qui dit que l'individu a le devoir de mettre ses capacités physiques et intellectuelles au service de la communauté. Et les organes politiques sont justement les cadres avec les associations qui sont dédiées à l'expression publique, donc qui sont dédiés à la mise en œuvre des projets ou des organisations en fait, qui peuvent emmener la société à évoluer. Donc, la plateforme que nous lançons lundi, par exemple, est un cadre idéal pour venir s'exprimer, pour venir donner son point de vue sur la pauvreté, les inégalités, le chômage, sur la gouvernance, voilà, sur la sécurité. Donc, que les gens viennent. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, messieurs, si vous le permettez, que les jeunes au Gabon s'engagent politiquement par intérêt ou par suivisme ou par une autre raison? Quelle analyse faites-vous de l'engagement de la jeunesse gabonaise aujourd'hui? Mais je pense qu'on peut exploiter tous les côtés, parce que chacun s'engage en fonction de son opinion. Mais qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui ressort en majorité? En majorité, le civisme ou l'intérêt? En majorité, il faut retenir qu'ils s'engagent moins. Pas qu'ils s'engagent réellement, c'est-à-dire ils engagent moins. Ils adhèrent à des mouvements d'une durée très limitée. Après, quand ce à quoi nous adhérons, pour une cause bien précise, est passé, on se désolidarise. Donc pour moi, ça, ce n'est pas un engagement, c'est de l'opportunisme par rapport à un événement bien précis. Alors je dis, et il y a une frange de la jeunesse aussi qu'il ne faudrait pas oublier. Ceux qui ne veulent pas s'intéresser à la politique, mais qui sont intéressés par le développement d'un pays. Ceux-là, par contre, ne sont pas obligés d'intégrer les partis politiques, ne sont pas obligés d'intégrer les mouvements associatifs. Ce sont ceux-là qui se disent « j'ai pas envie de faire tout ça, mais je pense qu'on peut faire comme ci et comme ça ». Et vous allez voir en France avec Emmanuel Macron qui n'appartient pas à un parti politique. Vous voyez, c'est d'ailleurs difficile à cerner. Exactement. Donc il y a ce côté de la méritocratie aussi qu'il faut mettre en avant. Parce qu'on a tendance à appeler que des jeunes qui appartiennent à des partis politiques, tout en oubliant ceux, évidemment, qui travaillent et qui farouchement mènent leur énergie au développement du pays. Cela aussi, il faut jeter un coup d'œil. Mais vous avez dit tout à l'heure que c'était une grande perte pour un jeune de ne pas s'impliquer dans les affaires politiques de son pays. Les affaires politiques d'un pays ne veut pas dire intégrer un parti politique. Donc là, du coup, on peut s'intéresser à la politique, mais ne pas intégrer un parti politique, puisque les partis politiques sont
naturellement, j'ai bien naturellement construit autour d'une idéologie, mais si les idéologies partagées par l'ensemble des partis politiques ne conviennent pas à mes aspirations, bien qu'intéressées par la politique, je ne vais pas adhérer. Convenez. Allez-y. Moi, je dirais, il serait difficile pour moi de qualifier la nature de l'engagement des uns et des autres. Bon. Mais qu'est-ce qui ressort? Il y a quand même une certaine interprétation. Cette analyse qui est faite par le plus grand nombre, il y a bien quelque chose qui ressort de la jeunesse gabonaise. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que les jeunes Gabonais se sont désintéressés. C'est le désintérêt qui fait que certains ne s'engagent pas. Pourquoi? Parce que on se rend souvent tout de suite compte, lorsqu'on va dans un parti politique ou dans une association, que l'objet pour lequel on a adhéré a une durée limitée. Voilà, souvent c'est pour une échéance et autres. En fait, on n'a pas d'organes politiques ou d'organes associatifs assez structurés qui permettent à la jeunesse de pouvoir s'organiser, se coordonner, et elle ne dispose pas aussi de moyens. Puisqu'on parle du Gabon, sauf si je me suis trompée, vous êtes en train de dire là tout de suite qu'on n'a pas d'organes structurés, c'est bien ça? Oui, structurée dans le sens où elle n'a pas, elle ne dispose pas d'espace. Voilà. On peut créer une association lorsqu'on n'a pas de siège. Où est-ce qu'on se réunit? Lorsqu'on n'a pas de moyens, où est-ce qu'on met, avec quoi on met en œuvre l'objet de son association? Est-ce que c'est le cas des partis politiques? Parce que ça pourrait... C'était dans le cas de l'association, mais dans le cas des partis politiques, concrètement. Dans le cas des partis politiques, c'est la déception, comme je vous ai dit. Les gens sont déçus par les partis. Parce que souvent, les partis sont, j'ai envie de dire, nombrilistes. C'est le président du parti qui met à la tête de la structure des jeunes son fils ou son frère ou quelqu'un qui lui est très proche. Souvent, des fois, c'est pas la personne qui est légitimée. Donc déjà, même le système, voilà, le système de nomination ou le choix de la personne qui est à la tête de la structure des jeunes n'est pas souvent un choix qui est légitimé par la base. C'est à partir de ce moment que tout se déstructure, en fait. Voilà. Allez-y. Je vois les choses un peu très différemment. Pourquoi? Parce que vous allez constater qu'on a deux types de zones de politique. On a des personnes qui se lancent en politique à cause du charisme d'un individu. Parce qu'on a face à nous une personnalité qui nous influence, qui essaie de booster l'énergie, bien qui réveille l'énergie chez les jeunes. On suit de manière aveugle cette personne-là. Et on a des partis politiques là où l'idéologie compte, c'est-à-dire on s'en fout carrément, si vous me permettez l'expression, de celui qui a la tête, mais on prend racine sur l'idéologie. Alors, vous allez constater la différence entre les deux. C'est que le premier, là où il y a le charisme qui fonctionne, après quand cette personne décède, ou quand cette personne part, généralement le parti meurt. Et quand il meurt, c'est toute la jeunesse qui a suivi avec. Et cette jeunesse, elle est, j'ai envie de dire, orpheline de manière politique. Donc elle va vaciller, elle va se déconcentrer, elle va essayer de voir sur qui on peut s'agripper. Et du coup, le parti aussi meurt avec. Et après, on a là où un parti politique bien structuré, là où celui qui a la tête, ce n'est pas lui qui compte. Ce qui compte, ce sont les idéologies du parti. C'est l'idéologie du parti, c'est ce à quoi on aspire. Voilà. Ce genre de parti politique dure généralement. Et la jeunesse a souvent son mot à dire parce que c'est la jeunesse qui sert de point de relais. Pourquoi point de relais? Ou bien, c'est-à-dire quand une génération part ou essaye d'aller vers la retraite ou bien vers d'autres structures, c'est celle-là qui est restée et celle-là qui est porteur d'idéologie qui a tendance naturellement à remplacer, à occuper certaines fonctions. Donc, c'est la survie. Mettre une idéologie forte, concentrer un parti politique autour d'une idéologie, c'est assurer la survie de ce parti politique. Et les jeunes sont ceux-là qui sont des garants d'un parti politique, puisque ce sont eux qui peuvent relayer l'information et qui le font, qui sont à la rue, qui sont, comme on dit, naturellement sur le terrain. Donc ce sont eux les plus connus. Mais quand ils sont connus, en fait, ils ne font pas leur politique. Ils ne vendent pas leur programme. Ils vendent le programme de quelqu'un d'autre. C'est la raison pour laquelle je lance encore ce message aux jeunes, qu'il faudrait arrêter de porter les valises, de porter les messages des autres. Il est temps que nous, la jeunesse, nous puissions construire notre idéologie, pas seulement l'idéologie, construire notre pays, quel que soit l'endroit où nous sommes. Dans l'individualité ou dans le rassemblement, pardon.
Dans l'individualité ou dans le rassemblement? Je ne parlerai pas dans l'individualité, Oui. mais dans la pluralité. C'est-à-dire chacun dans son côté, après on se retrouve pour construire ensemble. Et là, avec un point de vue fort, un point de vue construit, porté par nous-mêmes, il sera mieux vécu, il sera mieux supporté que si ça venait d'un aîné à qui nous confions à chaque fois nos tâches. Au dernier Oui, mot. moi, je dirais que l'idéologie dont il parle, en fait, je cherche à l'identifier dans un parti politique gabonais. Malheureusement, il n'y en a pas. Les gens s'entourent souvent d'un distingué camarade, d'un président ceci ou de... Voilà, c'est plus une adhésion par rapport à une personnalité. C'est pour ça que les partis ne font pas long feu et qu'une fois que le chef charismatique décède ou perd le pouvoir, ben, il y a plusieurs scissions qui naissent parce que chacun se revendique comme étant celui qui, voilà, l'héritier du disparu. Alors donc nous allons donc aller à la conclusion de cette émission. Dernière question, messieurs. Au Gabon, la jeunesse a-t-elle une maturité politique? En quelques mots. Pour moi, au Gabon, la jeunesse gabonaise n'a pas encore une maturité politique pour des raisons assez simples. Elle a été dépolitisée pendant longtemps. Près de 20 ans, elle a été dépolitisée. On s'est arrangé à la désintéresser de la chose politique et qu'aujourd'hui, avec les nouveaux mouvements qui naissent, les nouvelles intelligences qui naissent, elle se repolitise de manière à pas d'escargot, c'est-à-dire ça avance, mais ce n'est pas encore là. Elle n'arrive pas encore à se regrouper politiquement, n'arrive pas encore à s'organiser politiquement afin de porter des actions assez fortes. C'est plutôt la vie associative, pour moi, qui est beaucoup plus éveillée, qui est beaucoup plus mature, parce qu'elle construit des choses et elle propose des choses. Merci voilà. beaucoup Arnaud Lilian Billier. À vous, Monsieur Harold Leka. Ben, le constat est le même. Hein. Les jeunes Gabonais sont totalement désintéressés de la politique et les raisons, on les connaît. Donc elle n'a pas, la jeunesse gabonaise au Gabon, il n'y a pas de maturité. Elle n'a pas la même maturité qu'auront les jeunes socialistes en France, par exemple, qui ont un projet et qu'ils portent, qui au fil des années, voilà, gagnent en expérience et pèsent sur le débat. Aujourd'hui, les jeunes Gabonais se réduisent malheureusement à être des porte-valises, alors qu'ils devraient pouvoir peser davantage sur le débat. Et ce qui se passe sur les réseaux sociaux est déjà très bien parce qu'il y a des espaces d'expression. Donc il faudrait peut-être structurer tout ça et faire en sorte que ça profite aux jeunes Gabonais et qu'ils s'intéressent à la chose publique parce que nos aînés qui prennent des décisions aujourd'hui sont des décisions qui impactent ou qui impacteront sur notre avenir à nous. Voilà. Il est plus que jamais question de s'impliquer. Merci messieurs. C'est la fin de ce 7 à 3 axé sur le thème « Au Gabon, la jeunesse a-t-elle une maturité politique ?» Ce débat peut continuer dans vos maisons et sur notre page Facebook /7 à 3. Nous avions comme invité à ma gauche M. Harold Leka. Vous êtes président de l'association Le Réveil du Gabon. Et à ma droite, M. Arnaud Lilian Billier. Vous êtes président de l'ONG, c'est bien ça, Citoyens et Action. Voilà, c'était votre plateforme de débat 7 à 3 que vous pouvez suivre sur le site de votre chaîne panafricaine www.canal7.tv. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.